Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Ingénieux pédagogiques. Avec nous aujourd'hui, M. Martin Parent, conseiller pédagogique à Ottawa. Bonjour Martin. Bonjour, content d'être ici. Et M. Éric Dionne, professeur au département d'éducation à l'Université d'Ottawa. Ça va, Éric? Oui, ça va bien. Tu dis monsieur à cause de la barbe et de la couleur de la barbe, c'est ça? Ben, c'est un petit peu ça, là. Ouais, Y a-tu dit monsieur pour moi ou? Non. Non, c'est ça, il n'a pas dit monsieur quand il m'a parlé. Non. Donc, cette semaine, aux ingénieurs pédagogiques, notre but, c'est toujours de faire des ponts entre la recherche et la pratique pour améliorer les pratiques des enseignants en salle de classe. On va se baser sur une partie de la recherche qui a été faite dans les universités. Et cette semaine, on a un texte de Rassouli, Zandi et Deluca, qui est une méta-ethnographie à propos de l'évaluation. Donc, Éric, c'est toi qui avais choisi cet article-là, qui était très long à lire, mais qui était quand même assez intéressant, je dois l'avouer. Chris Deluca, là, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, qui est à l'Université Queen's, donc qui est chez nous, là, en Ontario, et puis qui est une vedette, là, je dirais, dans le champ de l'évaluation. C'est quelqu'un qui emmène large au Canada, là, donc quelqu'un qui publie beaucoup, grosse production sur tout ce qui concerne l'évaluation à l'échelle de la salle de classe. Donc, quelqu'un d'assez intéressant. Tantôt, juste avant de rentrer en ondes, comme on dirait, on discutait avec Alex et puis je lui disais que on n'a pas beaucoup en éducation de ce genre de texte-là qui recense en fait des résultats de recherche qui ont été publiés dans les 15, 20, 30, 40 dernières années. Donc, ça fait en sorte que, oui, c'est lourd, ça peut être lourd, là, c'est un texte qui est pas, c'est difficile de le lire là, d'un seul trait, là, mais ça recense les recherches importantes qui ont été publiées sur cette question-là de la justice ou l'équité dans l'évaluation, la perception que peuvent avoir les élèves. Hein, nos élèves, souvent, ils vont nous dire « Ouais, mais tel prof, il n'est pas juste. » Ou un tel, je l'aime bien, lui, quand il donne des résultats, des notes, des cotes, c'est correct. C'est équitable pour tout le monde. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de leur travail, c'est d'essayer d'identifier, en fait, c'est quoi les différents thèmes, les différentes variables qui peuvent affecter la question de la justice ou la perception de justice que peuvent avoir les élèves. Donc, moi, je vais attirer votre attention sur peut-être peut-être on va faire un petit wrap-up des 6. Ils ont identifié 6 thèmes au départ là, qui touchaient vraiment la question de la justice, la perception de la justice chez les élèves dans le contexte de salle de classe. Donc, la première, c'est, je vais de traduction très, très libre, là, mais la question d'offrir des opportunités de démonstration des apprentissages. Donc, permettre aux élèves, les élèves vont trouver que c'est juste et équitable quand on leur donne des occasions fréquentes, par exemple, de pouvoir faire la démonstration qu'ils ont appris. Que ça arrive au bon moment. Donc, ils vont pas aimer, par exemple, ils vont trouver que c'est inéquitable ou injuste si il y a un examen au 2e cours de l'année, par exemple. On dit, ça arrive même trop de bonheur, on n'a même pas eu le temps d'apprendre, déjà, il y a un examen. Donc, ce genre de choses. Ça, c'est le premier thème qui a émergé. Le deuxième, c'est la question de la transparence, de la cohérence et puis de la justification. Donc, tout ce qui touche au fait d'avoir des évaluations, surtout dans un contexte sommatif. Hein. Peut-être que ça vaut la peine de le préciser, là, mais quand on parle d'évaluation, des fois, on ne le précise pas, mais on en fait beaucoup d'évaluations formatives là, ou diagnostiques, où on ne va pas nécessairement, le but n'est pas nécessairement d'attribuer une note, mais dans ce qu'on va discuter pas mal aujourd'hui dans cet épisode-ci, c'est beaucoup dans un contexte d'évaluation sommative. Donc, est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que les élèves savent quoi faire? Est-ce que les attentes ont été discutées avec eux autres? Est-ce qu'ils savent à quoi s'attendre? Donc, tu sais, des élèves qui vont dire, ouais, tel prof, finalement, mettons, on arrive à l'examen, là, puis là, c'est une surprise. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, là, parce que ça se peut qu'il sorte un lapin de son chapeau. Donc, ça, c'était le deuxième thème. Après ça, il rentre dans les aspects un peu plus techniques, il parle des accommodations. Donc,
comment tenir compte des clientèles plus particulières, des élèves qui auraient des difficultés ou des troubles ou des conditions qui feraient en sorte qu'ils auraient besoin d'avoir un peu plus de, soit de temps ou d'avoir des conditions pour être capable de faire la démonstration de ce qu'ils ont appris. Le quatrième thème, celui-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je l'ai traduit comme bienveillance, là, mais il parle de, j'essaie de retrouver le, do no harm. Ouais. Hein, c'est drôle parce qu'en médecine, en fait, on a le même concept. Hein. Les médecins vont dire ne pas nuire. Donc, quand tu soignes quelqu'un, là, un patient, là, c'est la première chose, c'est qu'il faut pas nuire à ce patient-là. Donc, je trouve ça intéressant qu'il amène en fait un aspect qui est un peu semblable, c'est-à-dire être bienveillant, donc s'organiser pour pas que ça porte préjudice aux élèves, pas que ça porte préjudice aussi aux membres de la famille. Donc, on peut penser à tous les biais possibles, tout ce qui est de connotation religieuse, ethnique, etc. C'est intéressant, ça, Éric, si tu me permets. C'est intéressant. Moi, j'ai ri quand j'ai lu ça. J'ai dit « do no harm ». C'était ma première réaction. J'ai ri. Je dis « oh my God », comme, tu sais, c'est jamais notre intention en tant qu'enseignant, mais là, tu commences à y penser, les expériences que toi, tu as vécues en tant qu'élève, puis là, même certaines situations en tant qu'enseignant, où est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai le bien-être des élèves à cœur? Tu sais, la ligne est pas si évidente que ça dans certaines situations. Fait qu'il faut que tu y réfléchisses. Fait que c'est un bon point. J'aime beaucoup ce point-là, puis j'ai hâte d'en parler. Oui, hein, c'est la question aussi de les élèves qui peuvent se sentir menacés ou ils sentent, par exemple, que le prof... maintenant, ça se fait plus, mais bon, on dit ça, puis des fois, on a des mauvaises surprises, mais tu sais, de remettre les notes à voix haute, par exemple. Moi, j'ai connu ça là, quand j'étais élève. Là. Tu sais, quand tu avais des bonnes notes, c'est le fun, ça flatte l'ego, là. Mais c'était souvent les mêmes, en fait, qui n'avaient pas des bonnes notes, et puis eux autres, ils se ramassaient avec les 30 ou 40 là, avec des fois des profs là, qui prenaient quasi un malin plaisir à parler plus fort à ce moment-là pour que tout le monde entende bien qu'ils ont eu 30 ou 40 là. Donc, c'est des pratiques, je pense, qui sont, en tout cas, qui sont plus acceptables aujourd'hui, mais qui l'ont déjà été. Hein. C'était une façon, on disait à l'époque, de motiver les élèves. Bref. Cinquième élément, c'est la question de la pollution des résultats. Donc, par exemple, que la note, la cote, ne représente en fait que l'apprentissage des élèves, qu'on ne rentre pas là-dedans toutes sortes de variables un peu parasites, là, comme l'effort, comme le fait qu'on apprécie plus un élève ou qu'il y en a un finalement qui nous tape un peu sur les nerfs, là, qui nous dérange tout le temps, donc on le pénalise plus sévèrement parce qu'on a une espèce d'antipathie avec cet élève-là. Donc ça, c'était le cinquième thème. Puis finalement, le sixième thème, sur lequel je vous invite à discuter, ça va être tout ce qui concerne en fait le travail en équipe. Donc, est-ce que c'est juste d'attribuer une note unique à l'ensemble de l'équipe? Est-ce qu'on devrait donner des notes individuelles à chacun des élèves? Est-ce que la composition finalement des groupes va changer quelque chose? Est-ce que ça peut avoir un impact? Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir peut-être un petit peu plus tard dans notre épisode, mais en tout cas, ce qui est indiqué dans le texte, c'est que oui, la composition est sans surprise, en fait. Donc, tu prends des élèves qui sont plutôt sous la moyenne, tu les mets dans un groupe d'élèves qui sont au-dessus de la moyenne, ben leurs notes, en fait, vont être poussées vers le haut. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessairement l'apprentissage vraiment de cet élève-là qu'on est en train de mesurer, mais c'est davantage, en fait, le produit, en fait, du travail en équipe et du travail avec les pairs. Fait que ça, c'est les 6 grands thèmes qui ont été présentés dans la première partie des analyses. Là, je pense que dans cet épisode-ci, on aura peut-être pas le temps de parler de tout ça, des autres résultats, mais ça m'apparaissait avec les 6 principaux. Oui, en effet, on va en avoir amplement avec ces systèmes-là parce qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont fait tiquer, puis j'ai vraiment hâte de vous entendre sur certains sujets. Le premier, comme tu avais dit, c'est, je me souviens pas comment tu l'as traduit, c'était Fairness in the Assessment Domain. C'était l'équité dans l'opportunité d'apprendre et démontrer notre apprentissage. Exactement. Donc, merci Martin d'avoir utilisé Google Translate pour nous autres. C'est ça, exactement. Chacun des termes, ouais. Let's go. Ben, c'est ça. Puis il disait que les étudiants se sentent vraiment comme si
et ils sont traités de manière équitable lorsqu'on leur donne une multiple manière de démontrer leurs apprentissages. Moi, je vous pose la question aux deux. Est-ce que c'est toujours possible de le faire dans toutes les matières? Puis, est-ce que c'est souhaitable de le faire? Parce qu'on ne perd pas un petit peu de validité dans ce qu'on essaye d'évaluer. Éric? Ben, oui et non. Parce que oui, effectivement, ils en parlent, puis ils en parlent plus, en fait, quand ils abordent, en fait, la question de l'accommodation. Quand ils parlent d'accommodation, ils disent, ouais, mais il faut faire attention parce qu'il faut que, finalement, les objectifs ou les résultats d'apprentissage soient les mêmes. Donc, si on modifie, en fait, l'instrument de mesure d'observation pour un élève ou un groupe d'élèves, il faut que ça demeure, en fait, équivalent à ce qu'on veut mesurer ou observer en termes d'apprentissage. Fait que ça, je pense qu'effectivement, faut pas perdre ça de vue, là. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être équitable aussi envers tous d'être juste et équitable. Là, peut-être qu'il faudrait qu'on définisse, en fait, ces deux termes-là. Il y a une caricature, ouais, ou un dessin qui circule sur les réseaux sociaux, là, où c'est une image, en fait, tu vois trois gamins qui essaient de regarder de l'autre côté d'une clôture. Vous l'avez certainement déjà vu, celle-là, là. Oui. Donc, la justice, c'est que tu mets un banc égal à tout le monde. Puis l'équité, c'est que tu vas mettre le banc un petit peu plus haut, en fait, à le petit cul qui est plus petit, là, pour qu'ils puissent tous voir, en fait, la partie de baseball de l'autre côté. Donc, la question de la justice, c'est un petit peu ça, là, c'est-à-dire que on est pour s'assurer, en fait, d'offrir à tout le monde pas les mêmes conditions, mais d'avoir les mêmes attentes envers tout le monde. L'équité, c'est d'offrir, en fait, des moyens qui peuvent être différents pour justement tenir compte du fait que tous les élèves ne sont pas égaux entre eux. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose de toute façon, qui revient dans tous les manuels là, en évaluation, en testing, là, ça revient tout le temps, cette question-là, d'offrir des chances égales à tout le monde. Est-ce que c'est possible dans toutes les disciplines, à chaque fois? Est-ce que peut-être Martin continuer sur cette idée-là? Mais je pense que c'est toujours, en fait, des vœux qu'on entretient. C'est-à-dire qu'aller dans le plus loin qu'on est capable d'aller, mais je pense que, tu sais, quand tu enseignes, il y a des bouts de matière, il y a certaines disciplines dans lesquelles ça va être plus difficile de varier nos stratégies d'évaluation pour essayer de tenir compte, justement, d'offrir, en fait, des modalités un peu différentes. Oui, Martin, je sais pas si... ouais. Justement, Martin, toi, l'ancien prof de maths, tu enseignes maths au secondaire, puis là, tu finis une unité, tu finis un chapitre, tu veux évaluer tes élèves. Y a-t-il moyen d'évaluer tes élèves de manière différente pour un même concept en maths? Ben, oui, absolument. Fait que c'est tout le concept de triangulation. Ici, on parle de trianguler notre approche. J'ai une question pour toi, Éric, qui s'en vient par la suite. Mais je peux peut-être vous expliquer comment est-ce que moi je le vivais dans ma salle de classe. Dans ma salle de classe, à moi, on avait des quiz, papier-crayon, comme ça se faisait traditionnellement. Et puis, j'avais aussi des évaluations collaboratives. Fait qu'une des grandes habiletés, mon gros focus en salle de classe, c'était, je commençais avec la collaboration, le HH, collaboration, l'habileté et l'habitude de collaboration. Fait qu'on faisait la co-construction d'une grille, on savait c'était quoi, puis après ça, on travaillait notre collaboration. Puis quand on était assez bon à collaborer, ben là, c'était des problèmes, de résolution de problèmes, puis travailler en groupe. Puis moi, je me promenais avec une grille d'évaluation, d'observation. Puis j'évaluais, puis je questionnais certains élèves. J'avais des conversations avec ces élèves-là. Des fois, quand un élève ne pouvait pas me l'expliquer, ben, je disais au groupe, OK, ben, je vais revenir à ce groupe-ci. Parlez-vous, expliquez-vous le concept, mais je vais m'attendre que tout le monde soit capable de me l'expliquer. Fait que je me promenais de groupe à groupe, puis j'avais une intention pédagogique très claire. C'était partagé avec le groupe, c'était clair dans ma tête aussi. Et puis, souvent, ces évaluations collaboratives-là,
ça donnait une opportunité à certains élèves de me démontrer dans un autre contexte leur apprentissage, leur connaissance. Puis souvent, ça l'enlevait, à cause qu'ils étaient en groupe, ça l'enlevait justement cette pression-là. Dans certains groupes d'élèves, on a énormément de pression à performer papier-crayon. On a peut-être toute cette anxiété-là qui vient avec les mathématiques. Fait qu'en collaborant, ça diminuait la pression. Puis en ayant des conversations, puis en prenant des photos de leur travail, ça me permettait vraiment justement de trianguler, d'avoir un aperçu peut-être plus juste de où se situait l'élève. Donc ça, c'est comment je l'ai vécu en tant qu'enseignant en salle de classe. Mais avec ça, moi, je me pose des questions. Je réfléchis par rapport au concept d'équité puis de justice en évaluation quand tu triangules, justement. À cause dans ma tête à moi, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que tu vas en dire, Eric, mais dans ma tête à moi, c'est que pas tous les élèves ont besoin que je triangule mon évaluation. Il y avait certains élèves, pour moi, c'était clair c'était quoi leur niveau. C'était clair, à chaque fois, c'était la même chose. Puis même quand j'avais des conversations, ça venait appuyer ça. Mais il y avait d'autres élèves où est-ce que je me disais, je suis pas certain. Des fois, c'est un niveau 2, des fois, c'est un niveau 4. Fait que là, je sais pas par rapport à ce concept-là, il va falloir que je trouve une autre façon. Il va falloir que j'aille une conversation avec l'élève. Mais quand je pense à l'équité, là, je me dis, est-ce que je devrais offrir cette chance-là à tous mes élèves? À cause, comme Alex vient de le mentionner, c'est que ça commence à devenir un travail énorme. Puis, tu sais, dans le pratico-pratique, sur le terrain, est-ce que les enseignants ont le temps de faire ça en ce moment? Est-ce qu'ils sont outillés à vraiment venir trianguler de cette façon-là, offrir justement toutes ces preuves d'apprentissage-là pour tous les élèves? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que c'est juste de faire ça ou est-ce que c'est juste de sonder le terrain, tâter le pouls et puis connaître nos élèves, connaître les besoins, puis là, aller trianguler sur demande? Juste avant de te passer la parole, Eric, juste pour clarifier, quand on parle de triangulation, ici, on parle avoir des conversations avec les élèves, regarder leur production, puis observer les élèves. Donc, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais ça. Petite précision. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans le texte, puis c'est pas un reproche, là, je veux dire, quand tu écris un article, tu ne peux pas traiter de tout, tu ne peux pas aborder non plus tous les concepts, mais il y a quelque chose que moi, je n'ai pas vu, c'est toute la question du jugement des enseignants. Je pense que le point que tu amènes, Martin, c'est un peu celui-là, c'est-à-dire que la justice, l'équité, mais il y a le jugement aussi, à mon avis, là, qui vient un peu, c'est une espèce là, de gâteau là, dans lequel il y a une espèce de pâte là, qui vient tenir tous les morceaux ensemble, là, puis qui est le jugement. Moi, j'aime bien ce que j'entends. Tu sais, quand tu me dis, ben écoute, il y a des élèves, pour moi, c'est clair, c'est niveau 4, ou c'est souvent ce qui arrive, hein, niveau 1 ou niveau 4, là, les extrêmes sont généralement assez faciles à cerner. Pour des raisons très, très différentes, mais les élèves qui sont très, très performants, c'est bien rare, en fait, qu'ils vont être performants sur une partie de la matière. Ils vont généralement être performants de la première jusqu'à la dernière journée de classe, et puis ça va bien se passer. Il y a des élèves aussi qui arrivent, par exemple, à un niveau, les acquis ne sont pas là, les prérequis ne sont pas solides, ils tirent de la patte dès le début de l'année, puis ils vont traîner ça pendant tout le trimestre ou pendant toute l'année aussi. On voit ça aussi, là. Ça fait partie de la réalité. Puis, les élèves qui sont tannants, en quelque sorte, ou qui viennent des fois nous chercher, c'est ceux qui sont dans le milieu. Là, c'est un peu ce que tu nous dis, Martin. D'un coup, il est à un niveau 2, un coup, il est à un niveau 4. Il est sous la norme, il dépasse la norme. Il n'est pas, autrement dit, il est capable, on dirait, comme du meilleur, comme du pire. Hein? On ne sait jamais là, trop. Donc, il n'est pas constant dans la manifestation de ses apprentissages. Ben, moi, j'aime ça. Ce que j'entends quand tu dis, ben, cet élève-là, finalement, je ne suis pas sûr de moi. Peut-être que, tu sais, parce que l'observation, c'est
c'est sympathique, mais ça se biaise aussi l'observation. Hein? Donc, je ne pense pas que le jugement doit porter uniquement sur de l'observation directe. On a besoin aussi d'avoir des preuves tangibles sur lesquelles on est capable d'analyser vraiment la performance de l'élève. Moi, j'aime ça. Quand je t'entends dire, ben écoute, il va peut-être y avoir un peu plus, on va aller chercher plus d'informations pour cet élève-là parce que j'ai l'impression que il m'en manque là, pour être capable de me faire une idée plus juste, en fait, de là où il est rendu. Ben, moi, je trouve que c'est un peu comme d'aller chez le médecin, finalement. Tu es en bonne santé, tu fais ton examen annuel, il n'y a aucun symptôme, tu n'as rien, tu es en pleine santé, ben, ça va durer un quart d'heure. Mais si le médecin s'aperçoit que, oups, il y a une masse qui n'était pas là l'année passée, ben, il va demander des examens supplémentaires, puis c'est très bien que ce soit comme ça aussi. C'est pour le bien de tous. Donc, moi, je ne vois pas de problème avec ça. Au contraire. Je pense que des fois, on peut se perdre un peu. On se perd dans... Tu sais, puis je pense que je me reprends. On peut avoir une crainte, puis cette crainte-là, elle est justifiée, je crois. Souvent, on a peur que les parents viennent nous voir. On a souvent peur des parents en éducation. Fait que là, on a une discussion avec un parent A, d'élève A, puis il nous dit « Oui, mais j'ai entendu que élève B a eu 5 opportunités pour se faire évaluer pour ce concept-là. Puis là, mon enfant, élève A, a eu 2 opportunités. Puis là, il y a 80%, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait 85% au moins. » Fait que c'est ça que je pense, c'est de là que vient ma peur. Puis je pense que je ne suis pas le seul là-dedans. Puis quand on parle de triangulation, puis quand on parle d'évaluation en général, il y a certains sujets, comme qu'on se disait, qui sont tabous. T'sais, on n'en parle pas vraiment. À cause de là, la triangulation en évaluation, c'est souvent c'est de fine pointe, puis on veut vraiment trianguler. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas vraiment à voix haute, c'est que ça peut devenir énorme. Puis là, il y a toute cette question-là d'équité. Oui, Alexandre, moi, j'aimerais ça juste que tu répètes un truc que tu as déjà dit dans un épisode antérieur. Parce que ça s'applique particulièrement bien, je trouve, à cet épisode-ci. C'est lorsque tu donnes le droit de reprise à tes élèves. Oui. J'aimerais ça, si tu pouvais en glisser juste un petit mot, parce que ça serait vraiment tout à fait à propos. Oui, bien, moi, dans ma classe, je donne pas de notes. Quand je corrige les travaux, les textes, je donne la rétroaction descriptive. Puis ensuite, l'élève doit lire cette rétroaction-là pour améliorer son travail. Puis ensuite, c'est lui qui m'amène les preuves de voici qu'est-ce que j'avais manqué, comment je me suis amélioré, puis voici les preuves. Donc, il va me montrer dans son texte s'il manquait des marqueurs de relation, il va me les pointer. Si les paragraphes étaient trop longs, il va me montrer, ben ici, j'ai séparé mon paragraphe comme ça. Donc, vraiment, l'élève, il est en train de me démontrer très explicitement ses apprentissages puis son progrès. Puis je pense que ça fait un lien avec le deuxième point dans l'article, c'est la transparence. Lorsque les profs ont peur de recevoir des appels des parents à cause de l'évaluation, à cause d'une note au bulletin, c'est que le système d'évaluation est trop opaque. Quand l'élève reçoit son bulletin, il ouvre son enveloppe en shakant, puis là, il fait comme « Oh my God, je ne sais pas, ça va être quoi ma note en maths? Ça va être 75 ou ça va être 45? » Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait tellement être transparent. Écoute, c'est son apprentissage. Puis je pense que les profs, on peut faire un pas mal meilleur job à être plus transparent dans ce qu'on fait avec nos élèves en classe. C'est pour ça qu'il y a tout un courant aussi de, tu sais, quand on dit faire participer l'élève au processus d'évaluation. Okay? Quand c'est sorti, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, là. Mais je me souviens quand c'est sorti, le monde avait regardé ça en disant on va faire ça comment exactement, là? Parce que dans la tête des profs, souvent, l'évaluation, c'est la notation. Pourtant, dans ce que tu nous expliques, Alexandre, la notation, elle vient, là, mais elle vient à la fin, là, quand il faut faire des bulletins. Là, bon, mais en amont de ça, tu en fais beaucoup d'évaluations, mais il n'y a pas de notes. Mais il y a beaucoup de feedback, il y a beaucoup de rétroaction, il
tu as toujours un pied. En fait, tu fais beaucoup d'évaluations formatives. Oui, bien en fait, je pourrais quasiment dire que tout le semestre, c'est du formatif. C'est juste. Parce que moi, ce que je dis à mes élèves, on fait comme un texte par mois en français. On fait un texte en septembre, un autre en octobre, un autre en novembre, un autre en décembre. Moi, je veux le portrait de l'élève au mois de janvier quand je vais faire son bulletin. Où est-ce qu'il est rendu au mois de janvier? Je veux pas savoir où est-ce qu'il était au mois de septembre parce que c'est pas représentatif de. Parce que le bulletin, c'est ça. C'est les apprentissages, on prend une photo en janvier, t'es où? Puis je pense que c'est pour ça, en tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais comme ça. Là. Ben, c'est ça l'idée de changer aussi le vocabulaire, là, l'évaluation sommative. Moi, je garde ça parce que je garde cette expression-là parce que si on ne change pas véritablement les pratiques, ça ne change rien. Même si on parle d'évaluation en soutien à l'apprentissage, si pour toi, c'est du pareil au même, puis il n'y a rien qui change dans ta pratique, ben, c'est juste un changement de vocabulaire qui ne va rien donner. Mais l'idée d'évaluation sommative, c'est que dans sommative, tu as l'idée de la somme. Hein, on additionne en fait des notes, là, puis on fait une moyenne avec ça. Là, puis voilà, ça donne le portrait. Mais est-ce que c'est un portrait qui est représentatif? Ben, je pense que le portrait de tes élèves au mois de janvier, il est pas mal plus important pour toi, mais aussi pour l'élève que le portrait qu'il y avait en septembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus complètement inintéressant en septembre, parce que ça permet de voir la progression aussi. Tu as peut-être des élèves qui tirent encore de la patte en janvier, mais s'ils sont partis de très, très loin, tu dis, écoute, ils progressent vraiment très bien. Même chose, c'est un élève qui est arrivé au début du mois de septembre, qui était très, très performant à ce moment-là, et puis qui en a perdu en cours de route. Bien là, c'est le signe qu'il se passe de quoi, même s'il est toujours en réussite, ou en tout cas, il dépasse les attentes, il est dans les attentes. Là. Mais toute la question d'information, comme vous l'avez dit, là, l'évaluation, c'est souvent opaque. Hein? C'est la boîte noire du prof, là, c'est des armes qui n'appartiennent qu'à l'enseignant, mais c'est une boîte noire qui mériterait d'être éclairée aussi. Bien, moi, je dirais que c'est opaque parce que beaucoup de profs, beaucoup d'enseignants. Ben, moi, je vois ça, l'opacité dans l'évaluation, je vois ça comme un peu comme le symbole du pouvoir que certains profs ont en classe. C'est comme leur chasse gardée, puis c'est comme, c'est moi le prof, c'est moi qui ai le pouvoir, je peux faire ce que je veux, puis j'ai pas d'affaire à rien recevoir de toi, c'est moi le prof. Puis il y a encore du monde qui pense comme ça. C'est plus, on n'est plus là. Tu sais, comme, il faut qu'il y ait un échange. C'est pas un monologue, l'enseignement. Là, tu sais. Pour ajouter à ça, Alex, je pense qu'une des grandes raisons pourquoi on veut justement enlever cette opacité-là de l'évaluation, c'est de responsabiliser l'élève par rapport à son apprentissage. Je pense que c'est une grande chose, mais ce qui arrive ici, c'est que souvent, lorsqu'on évalue une fois, lorsqu'on donne une opportunité, l'élève ne se sent pas comme s'il est en contrôle de son apprentissage. Tu as un shot, imagine. Puis là, tu sais, moi, en sciences, c'est le rapport de laboratoire. En français, c'est la dissertation. Tu as une dissertation, puis je comprends les enseignants, ils ne veulent pas l'évaluer plusieurs fois, mais des fois, il va y avoir une dissertation dans le semestre. Puis l'élève, s'il manque son coup avec la dissertation, ça a un impact sur sa note, ça a un gros impact sur sa note. Fait qu'il n'est plus en contrôle de son apprentissage. Fait que c'est pas juste l'opacité, c'est vraiment donner plusieurs opportunités. Puis ça, c'est quelque chose qu'on mentionne dans l'article aussi, c'est donner plusieurs opportunités. À cause, quand on ne donne pas plusieurs opportunités, ce n'est pas un système qui est juste. Puis je peux peut-être partager comment moi je vis ça dans ma salle de classe, puis j'aimerais ça savoir comment tu le vis toi aussi, Alex. Mais pour moi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup les billets de sortie puis les billets d'entrée. Quand tu rentrais dans ma classe, on avait un problème qui nous attendait. Puis ça, c'était une preuve d'apprentissage que je pouvais prendre en photo ou en sortant de la classe, il y avait un problème. Fait que ça l'accumule des preuves d'apprentissage, mais ça donne aussi l'opportunité. Puis c'était ça mon message aux élèves, c'était que à n'importe quel moment, tu peux venir m'apporter ce billet de sortie-là ou ce billet de rentrée-là.
puis tu peux venir changer ta note par rapport à un concept. Si tu me le démontres, là, vraiment que tu as appris, tu peux prendre en charge ton apprentissage. Fait que ça, c'était une façon pratico-pratique là, de justement donner plus d'opportunités. Alex, comment est-ce que toi, tu le voyais? Bien, puis ça, c'est vrai, le gros cheval de bataille de nos jours, c'est de dire aux élèves que oui, tu as du contrôle sur ton apprentissage. Puis, tu sais, moi, là, il y a des élèves là, quand que j'ai la conversation à la fin du semestre pour qu'on décide ensemble, ça va être quoi la note qu'il va avoir au bulletin, bien, il y en a qui me disent, ouais, mais monsieur, c'est ça ta job. C'est toi qui décides ma note. Fais ta job. Mais non, comme, c'est toi, là. Puis, il y en a qui prennent ça à cœur, puis tu sais, qui embarquent, mais il y en a encore qui ont comme un petit peu peur, puis ils voient ça comme si on rejette toutes les responsabilités sur leur dos. Puis c'est vrai que, tu sais, quand tu as 12-13 ans, d'essayer de justifier ta note au bulletin à ton enseignant, c'est vrai que ça peut être stressant. On n'est pas habitué à ça, là, tu sais. Mais c'est quelque chose que les élèves doivent apprendre parce que quand tu sors de l'école, là, il n'y a plus personne qui t'a donné la rétroaction, là. Ton boss, là, il va te dire Hey, ta job est mal faite, fais-la mieux. Ça va être ça ta rétroaction. Fait que tu ne sauras pas comment est-ce que tu vas faire pour mieux faire ta job, là, tu sais. Donc, il faut que les élèves apprennent à s'auto-évaluer puis s'auto-corriger. Donc, c'est ça, dans le fond, prendre contrôle de son apprentissage. Je trouve ça assez intéressant ce que tu dis, Alex, parce que ça rejoint en fait l'idée du contrat d'évaluation dont on a déjà parlé aussi. Tu sais, les élèves sont tellement habitués, ça fait partie je dirais, des comportements qui sont cristallisés en fait chez eux. Hein? Tu sais, ce que tu dis, là, c'est ça. C'est les élèves te regardent et disent ben, fais ta job. L'évaluation, c'est toi. Tu sais, nous, on sait que le boss, là, c'est toi. C'est toi qui vas décider ultimement c'est quoi la note que je devrais avoir. Donc, même si tu leur offres la chance, c'est intéressant de voir le discours qu'ils tiennent parce que dans le fond, ils disent oui, OK, mais finalement, est-ce qu'ils y croient complètement à 100 peut-être pas. C'est pas de ta faute à toi. Là. C'est que durant toute leur vie, on leur a dit, en fait, c'est ça qui est terrible avec le contrat d'évaluation. C'est qu'on leur a jamais véritablement dit. Hein, il n'y a jamais un prof qui est arrivé en leur disant, ben écoutez, by the way, je vais juste vous expliquer, c'est moi qui mets la note, c'est moi le boss. Ça n'arrive pas, on n'entend jamais ça. Et tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Oui, puis dans une partie du texte, je pense que c'est dans la partie numéro 4, dans la partie Do No Harm, donc la bienveillance, il y a une place qui dit l'évaluation, c'est quelque chose qu'on fait avec l'élève et non pas à l'élève. Puis ça, il y a tellement de grosses différences. Moi, j'ai fait des présentations, j'ai donné des ateliers, puis c'est ça que je dis au monde dans mes ateliers. Tu sais, l'évaluation, là, c'est un verbe, c'est pas un nom. Tu sais, ça devrait être actif, c'est pas quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose qu'on fait, puis qu'on fait avec l'élève. Tu sais, c'est un peu comme une conversation, finalement, que ce soit écrit, que ce soit parlé, que ce soit de l'observation, ben on échange de l'information, tu sais. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le sens du mot assessment. En anglais, assessment, c'est exactement ce que tu décris. On n'a pas l'équivalent français, puis c'est une discussion que j'ai avec mes collègues, puis on cherche une traduction qui, tu sais, évaluation salle de classe, ça ne vient pas chercher. Évaluation, il n'y a pas cette connotation-là d'une discussion, je vais m'asseoir avec toi, là, on va discuter, puis on va argumenter, tu vas m'amener tes faits, tu vas m'amener comment toi tu as vu ça. C'est ça l'assessment. Mais on n'a pas l'équivalent français. Puis ça manque vraiment. Il y a quelque chose. Je sais qu'en français, on a beaucoup plus de mots qu'en anglais. On a plus de raffinement pour expliquer les concepts. Mais celui-là, on n'arrive pas à avoir un terme, en fait, qui vient chercher l'esprit anglo-saxon là, de assessment. Ouais. C'est exactement ce que tu décris. Ouais. De mon côté, à moi, là, je vais rapporter, comme je vais le faire souvent, là, je vais rapporter la théorie de l'autodétermination de Ryan et DC sur la motivation. Fait que quand on parle de cette théorie-là, on parle de qu'est-ce qui motive nos élèves. Nos élèves sont motivés lorsqu'ils se sentent compétents,
lorsqu'ils se sentent autonomes, puis lorsqu'ils se sentent comme s'ils appartiennent. Mais quand on implique l'élève dans son évaluation, là, tu sais, ah ben, comment est-ce que tu te sens par rapport à ma rétroaction? Tu sais, est-ce que tu penses que c'est juste? Est-ce que tu es d'accord avec celle-là? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Lorsque tu viens d'engager cet élève-là dans une conversation, il se sent comme si, justement, il y a un mot à dire. Donc, juste là, il se sent plus compétent. Tu sais, OK, ben, monsieur, il est en train de me demander qu'est-ce que j'en pense. Je veux dire, j'ai un mot à dire ici, je suis compétent, je suis peut-être plus autonome aussi, puis ça vient frapper les trois, là. Je me sens comme si j'appartiens au processus là, de progrès. Je peux progresser. C'est pas juste moi qui subis l'évaluation, puis j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, ça vient motiver nos élèves. Puis c'est quelque chose que tu remarques immédiatement chez tes élèves, c'est que aussitôt que tu commences à avoir ces conversations-là, puis ça n'a pas besoin de prendre énormément de temps. Ça peut être une petite question comme ça. Ça peut être leur donner à la fin d'une évaluation sommative, ça peut être juste leur poser la question: qu'est-ce que toi tu penses que tu mérites sur cette évaluation-ci? Pourquoi? Justifie ta réponse. Tu sais, évalue-toi dans la grille, fais une auto-évaluation, puis on va en discuter éventuellement. Juste ça, ça vient motiver nos élèves. Fait que je sais qu'on parle de l'évaluation, mais on peut revenir facilement à la motivation. Puis je trouve que dans mon expérience, c'est quelque chose qui vient vraiment motiver nos élèves de les impliquer. Ben, ça vient rejoindre un article qu'on a déjà vu dans un autre épisode, Évaluer sans démotiver. Je pense que c'était Roch Chouinard, celle-là, hein, qu'on avait fait. Puis, justement, il y avait plusieurs de ces points-là qui avaient touché là-dedans. Absolument. En même temps, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on dit que c'est complexe enseigner, là, nous, à l'université, moi, je m'intéresse à l'évaluation. Fait que, je veux dire, moi, je fonctionne en silo. Là. C'est l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. Mais quand tu enseignes, là, tu ne peux pas juste être en silo évaluation. Tes gestion de classe, tes motivation, tes comment fonctionne le cerveau, tes didactique, tout ça en même temps. C'est ça qui rend l'enseignement aussi difficile. C'est là aussi que la praxis va jouer, là, l'expérience va jouer parce qu'on est capable davantage avec le temps. Puis en ayant vécu aussi des réussites, là, ça fait partie aussi tu cites souvent Ryan et Deschy, mais il y a aussi Bandura là, qui. Il faut vivre des réussites, là, sinon, quand tu vis des réussites, tu tables là-dessus et puis ça t'encourage aussi pour ce qui s'en vient. Mais nous, on fait plein de liens. Là, souvenez-vous, tel épisode, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Mais quand tu enseignes, tu es obligé de faire ça en même temps. Ça arrive. Puis il y a beaucoup de décisions à prendre dans peu de temps. Donc, ça vient juste exemplifier à quel point c'est difficile d'enseigner. Hein? Ben, moi, je vois ça un peu comme quelqu'un qui jongle des balles dans les airs. Tu sais, quand tu commences à enseigner, tu es capable de jongler 1-2 balles en même temps. Là, plus que tu as de l'expérience, ben là, plus que tu rajoutes des balles que tu tiens dans les airs. Puis, c'est sûr que de m'emmener, plus que tu rajoutes des balles, ben, m'emmener, tu vas en échapper. Là, tu sais. Des balles ou des couteaux? Ça peut être des chainsaws aussi, si tu veux. Ça dépend de la situation. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est plein d'affaires à penser en même temps. Puis, tu sais, comme, c'est un bon point que tu amènes, Eric, parce que je lisais cet article-là, là, puis j'étais comme, ouais, tu sais, là, il faut que je pense à mon équité, la justice, tout ça en salle de classe pendant que j'enseigne, c'est comme, ouais, OK. C'est beaucoup de choses à penser en même temps. En effet. Une chose qui me rassure, moi, dans cette complexité-là, c'est justement, c'est que, tu sais, on est seulement, on est, en anglais, la phrase, c'est « You're only as good as your systems ». Puis c'est ça, c'est que si on bâtit notre cours avec justement cette équité-là, cette prise de conscience-là dans la structure de notre cours, tu sais, des billets de sortie, des billets de rentrée, des conversations
comme toi, Alex, avec tes élèves, c'est que c'est déjà intégré à notre cours. Fait que tu n'as pas besoin, évidemment, tu y penses continuellement, mais c'est pas comme je suis en train d'enseigner puis présenter un concept, puis là, oh my God, est-ce que c'est équitable ce que je suis en train de faire? C'est comme ça commence à devenir énorme à cause il y a trop de concepts à prendre en compte, là. Oui. Puis comme tu dis, c'est d'avoir aussi un genre de point de mire. Tu t'en vas où avec ta salle de classe? Tu sais, comme moi, là, dans ma classe, tout est axé sur l'amélioration. Fait que mes pratiques, ce que je demande de faire à mes élèves, c'est tout axé sur l'amélioration. Fait que quand tu trouves un peu ta raison d'être, je pense que ça aide à amener toutes ces balles-là, à les tenir dans les airs puis jongler un petit peu plus. Puis, une chose que j'ai vraiment aimé dans l'article, c'est lorsqu'on parlait des accommodations, ça m'a fait penser à la conception universelle des apprentissages, le UDL. Puis parce que justement, dans l'approche de la conception universelle des apprentissages, on veut justement apporter des accommodations à tous les élèves qui en aient besoin ou pas. Par exemple, il y a certains élèves qu'on va leur donner plus de temps pour faire une évaluation. Bien, ça se peut qu'un élève, pendant une semaine, je sais pas moi, ses parents viennent de se séparer puis ça file pas, puis ça se peut qu'il ait besoin de plus de temps pour faire une évaluation pendant cette semaine-là. Donc, on appelle ça comme des handicaps temporaires. Puis là, ça change pas grand-chose pour l'élève que lui avait ça dans son programme individualisé, qu'il a besoin de plus de temps. Si son voisin en a besoin de plus pour temporairement, ça n'enlève rien à personne. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux accommodations. Bien, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Je regarde à l'université, on en a de plus en plus. Ça devient aussi institutionnalisé, c'est-à-dire que il y a c'est une démarche quasi légale. Là. Donc, on est tenu à offrir plus de temps. On est tenu à offrir un local où il n'y a pas de bruit. Ou, enfin, toutes sortes de... Donc, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Là, on s'en va vers quelque chose qui est de plus en plus judiciarisé. J'ai l'impression que ça s'en vient aussi au primaire et au secondaire. Là. Ça va être du même ordre très, très, très bientôt. Je pense que ça découle de là, hein, dans le fond. Ouais. C'est nos élèves qui sortent avec ces adaptations-là, puis ils rentrent à l'université, puis ils disent ben j'ai tout le temps eu ça, fait que ça continue. Là. Mais je pense qu'en bout de ligne, toute cette question-là d'accommodement, c'est souvent j'ai l'impression qu'on le regarde un peu comme à l'envers, là, c'est-à-dire qu'on est plus préoccupé par ce que vont penser les autres du fait d'accommoder certains élèves. Puis dans quelle mesure aussi, quel est ton rapport à l'évaluation? Je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'en ai déjà vu, mais je veux dire, l'évaluation, c'est tellement la gestion de classe, quoi. Donc, de donner plus de temps à un élève, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste envers tout le monde. Alors que pour bien des profs, ce qu'ils ne voient pas, c'est que si tu donnes le même temps à tout le monde, c'est que tu vas désavantager cet élève-là en particulier. Parce que lui, il en a besoin de plus de temps. Mais j'ai comme l'impression qu'on regarde toujours, en fait, de l'autre côté de la lorgnette, puis on voit toujours le côté, se conformer à la masse, quoi. Si c'est bon pour tout le monde, on ne devrait pas nécessairement être obligé de faire des passes droits ou vu comme si c'était une faveur, finalement. C'est peut-être plus clair, là, si je le prononce comme ça. Bien, je pense que c'est un des effets pervers de la standardisation. T'sais. Tout le monde est supposé. On a les mêmes standards d'évaluation. Fait que tout le monde fait son test en 75 minutes, puis si tu le sais pas, tu le sais pas. C'est un peu comme ça qu'il y en a qui voient ça. Je vais jouer un peu l'avocat du diable ici. C'est que des fois, puis je pense qu'il le mentionne dans l'article ici aussi, c'est que des fois, ces accommodements viennent hausser les résultats de l'élève plus haut qu'ils le devraient. C'est-à-dire que non seulement est-ce que ça donne, ça vient combler ce besoin-là, mais
ils vont même au-delà de ce qu'ils seraient capables de faire. Puis ça devient évident lorsque tu donnes cet accommodement-là à toute la classe. Tu sais, à un élève qui a pas besoin de plus de temps, là, tu sais, ça pour lui, ça devrait pas l'aider. Tu sais, ça devrait pas être le temps qui est le facteur limitant dans sa note. Mais ce qu'on retrouve, c'est que certains accommodements, comme se faire lire les questions, des fois c'est pas standardisé, justement, puis on va donner un petit peu plus d'informations dans la façon, dans l'intonation qu'on va utiliser ou peu importe. Fait que là, ça commence à donner plus d'informations à l'élève, puis là, ses résultats commencent à augmenter davantage. Puis ça, c'est un autre tabou dont on ne parle pas nécessairement, tu sais, à cause qu'on veut accommoder. Puis évidemment, je suis pour accommoder, mais c'est qu'il faut que ça soit un accommodement raisonnable, puis il faut qu'on soit juste là-dedans pour tout le monde. Ouais. C'est là que, tu sais, on deal avec des êtres humains, tu sais. C'est impossible d'être complètement neutre, complètement, tu sais. C'est, encore une fois, c'est tellement complexe, tu sais. Messieurs, le temps avance. Je pense qu'on serait rendu au temps du podcast où est-ce qu'on fait des ponts entre la théorie et la pratique. Donc, qu'est-ce que nous a appris cet article-là de qui étaient les auteurs, Rossouli et compagnie. Et compagnie. Mais il y avait Rassouli, Zandi et De Luca, Reconceptualizing Classroom Assessment Fairness, a Systematic Meta-Ethnography of Assessment, Literature and Beyond. Je vais juste lire le titre. Je vais vomir dans ma bouche, mais... Moi, je pense qu'il y a, si je peux me permettre un petit résumé, moi, je pense que, d'abord, je ne pensais pas qu'il y avait eu autant d'articles de publiés sur un sujet comme celui-là. Ça, pour moi, c'est la première chose que j'ai. Oui, écoute, puis j'ai trouvé que ça condensait, en fait, plein de choses que je savais. Là, je ne peux pas dire que j'ai appris tant de choses que ça, mais c'est le premier article que je lis, en fait, où il y a une synthèse aussi exhaustive de OK, mais les élèves, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent? Tu sais, on sait qu'il y a des élèves qui vont trouver que c'est injuste ou inéquitable, mais pour eux, là, du point de vue de l'élève, comment lui voit ça? Et ça, ils l'ont bien présenté, on en a parlé un petit peu là, dans cet épisode-ci, mais les personnes là, qui vont passer par-dessus leur anxiété, qui vont aller lire l'article, vont voir qu'il y a beaucoup de choses aussi là, que les auteurs vont présenter. Donc, beaucoup d'éléments qu'on n'a pas eu le temps de discuter dans cet épisode-ci. Mais c'est intéressant de voir, je trouve, le point de vue des élèves. Quand un élève trouve que le prof n'est pas juste, là, c'est qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qu'il remarque, cet élève-là? Ben, il va remarquer que les consignes n'étaient pas claires. Il va remarquer que tu arrives à l'examen, par exemple, là, puis il y a des questions que on ne savait pas qu'on était pour être interrogé là-dessus. L'élève qui a besoin d'avoir plus de temps parce que c'est un examen de mathématiques, par exemple, il y a beaucoup de problèmes écrits, que lui a des difficultés en lecture. Bien là, lui, il arrive à l'examen, puis il ne savait pas qu'il était pour y avoir autant de lecture. Là, ça crée un stress, il bloque, non pas sur les éléments mathématiques, mais plus sur le fait que il y a du texte, en fait, à comprendre. Ça, c'est tous des éléments qui sont dans cet article-là et que je trouve que c'est une source de renseignement formidable là, pour des praticiens. Puis à tous les ordres, hein, l'université aussi y compris. Là, mais, parce qu'on l'entend aussi à l'université. Les étudiants vont dire « Ah, c'est pas juste, ou tel prof, je ne suis pas satisfait de ma note, puis il évalue tout croche, ou puis ici. » Au-delà des plaintes des élèves ou des étudiants qui peuvent plus ou moins fonder, mais disons qu'elles sont fondées, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que si on arrive à identifier les variables importantes, là, c'est là-dessus qu'on est capable de travailler. Tu vois, comme là, on en a identifié 6. Au moins, au terme de cet épisode-ci, on sait que ça, c'est probablement les 6 variables les plus importantes. Fait que les élèves, quand ils considèrent que c'est pas juste et c'est pas équitable pour tout le monde, bien, souvent, c'est des éléments ou des arguments qui vont appartenir à l'un ou à plusieurs de ces 6 catégories-là. Oui, puis moi, ce que je retiens vraiment, c'est la transparence, l'aspect transparence, constance, justification.
Puis je pense que si on est transparent avec nos élèves en salle de classe par rapport à l'évaluation, on ouvre déjà beaucoup de portes. Puis je pense que la manière d'être transparent, c'est juste s'asseoir avec les élèves, dîner avec les élèves, puis jaser de qu'est-ce qui se passe dans la classe, comment est-ce que vous enseignez, jaser des évaluations, est-ce qu'ils sont trop longs, sont-ils trop compliqués, tel projet qu'on a fait, c'était-tu intéressant? Je pense que si on fait juste s'asseoir puis jaser avec les élèves, on va tellement être surpris de qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, puis ça va être tellement éclairant parce que, tu sais, on parlait de l'opacité de l'évaluation, là. Il y a beaucoup d'opacité de l'autre sens aussi. Tu sais, le prof, il sait pas qu'est-ce que les élèves pensent de ces tests, puis on va jamais chercher cette information-là, puis c'est une mine d'or. On a 25 élèves dans notre face, puis on va pas leur demander, tu sais, on va pas essayer d'ouvrir ces boîtes noires-là, là, tu sais, pour aller chercher, pour aller voir c'est quoi nos angles morts qu'on voit pas, justement, là, tu sais. Martin? Ben justement, je pense que j'aimerais revenir à pourquoi être juste dans notre salle de classe. Tu sais, évidemment, il y a des... Ça peut être quand même assez logique, là. On pense le savoir, mais je vais l'expliciter juste pour le fun, puis ils le font dans l'article. Tu sais, quand les élèves croient que l'enseignant est juste, et quand l'enseignant est juste, l'apprentissage augmente. Le sentiment d'auto-efficacité augmente chez les élèves. La satisfaction de l'enseignant augmente aussi. Puis l'autonomie des élèves augmente. Donc, pourquoi être juste? Ben, on l'a ici en avant de nous autres, là. C'est ces raisons-là, ça rentre. Puis on parlait de la complexité de l'affaire. Ben justement, c'est tout interrelié, ces concepts-là. Fait que moi, j'aimerais ça terminer avec peut-être trois choses que je tire de cet article-là puis que j'apporterai en salle de classe avec moi. Fait que numéro 1, donner le choix dans le format que l'élève peut utiliser, à moins que c'est vraiment le format que tu évalues. Donner de la rétroaction spécifique. Puis là, moi, j'ai mis « et empathique ». Donc ici, quelle est la prochaine étape, mais aussi en étant respectueux envers l'élève. Mais ça nécessite justement une conversation, peut-être éventuellement, pas à chaque évaluation, mais peut-être éventuellement. Et puis, donner plusieurs opportunités à se faire tester. Puis, comment faire ça? Bien, justement, avec des billets d'entrée, des billets de sortie. Puis ça, juste entre guillemets, ça peut aider aussi à spiraler ton curriculum qui est bon pour l'apprentissage durable aussi, qu'on a déjà discuté dans un autre épisode. Fait que c'est avec ça que je termine. On ne parle pas d'un billet BI-AIS, non, hein? Non. Non. Un billet d'entrée puis un billet de sortie. Je ne sais pas c'est quoi ce BI-AIS, ce billet-là. OK, bien, merci, messieurs. Encore une fois, d'excellentes conversations. Puis on va se retrouver bientôt pour notre prochain épisode où est-ce qu'on va discuter d'un autre article en espérant qu'il soit un petit peu moins long cette fois-là. Mais il faut dire qu'il était super intéressant quand même. Okay. Donc, merci. À la prochaine.